Je voudrais étudier avec vous dans cette vidéo le registre pathétique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre littéraire? Qu'est-ce qu'un registre en général? Un registre, c'est quand un auteur utilise des moyens, alors des moyens stylistiques comme des figures de style, des moyens de vocabulaire, des thèmes particuliers, pour produire un effet chez le lecteur. Alors que cet effet, ce soit un sentiment que le lecteur doit ressentir, ou que ce soit un message que le lecteur doit comprendre, comme dans le registre didactique. Je passe maintenant plus particulièrement au registre pathétique. Quel est donc l'effet sur le lecteur que doit avoir un registre pathétique? Le registre pathétique a un seul effet, c'est la pitié. Le lecteur doit ressentir de la pitié pour un personnage ou pour l'auteur. Quels sont les moyens maintenant employés pour que le lecteur ressente de la pitié? Alors il y a une situation quand même assez emblématique du registre pathétique, c'est quand un personnage innocent, marqué par une certaine perfection, subit une injustice, que cela vienne du sort ou de la méchanceté des hommes. Évidemment, dans le texte, on va retrouver le vocabulaire de la misère, de la souffrance, de la tristesse ou de l'injustice. Il y aura, pour mieux faire ressentir la pitié au lecteur, des adresses expressives au lecteur, avec de la ponctuation comme des questions ou des exclamations. Et puis il y a des figures de style que l'on va retrouver de façon plus évidente, comme des hyperboles évidemment, pour augmenter la situation misérable du personnage, des gradations ou des antithèses. Je passe maintenant à différents textes connus. J'en ai choisi deux. D'abord le poème « Souvenir de la nuit du 4 » de Victor Hugo, et puis une page du roman Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Je commence donc avec « Souvenir de la nuit du 4 ». L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. » Alors dans ce texte, l'enfant est bien évidemment une victime, alors ici une victime de Napoléon III, l'empereur qui est au pouvoir à cette époque-là et que Victor Hugo n'aime pas du tout, donc il utilise ce poème pour dire que l'empereur tue des enfants. Et on voit bien sûr dans ce poème que l'enfant est innocent parce qu'il est comparé à la nature, au mur par exemple. Il est également comparé à Jésus, on pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. On se rend compte en tout cas que tout le logis qu'il habite est plein de qualités. L'enfant ne mérite donc pas cette mort, c'est injuste. Et cela produit la pitié chez le lecteur, un registre pathétique. Je passe maintenant au deuxième texte, tiré de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Alors cette fois, c'est un personnage qui se plaint. Desgrieux se plaint parce que, à la fin du roman, sa bien-aimée Manon est morte. Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer, mais quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle, dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus, dès le point de jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement, et faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans l'infortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour. Mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de ses mains dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes,
me firent connaître que la fin de ces malheurs approchait. N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ces dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point, sans doute, assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné, depuis, une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Je demeurai plus de 24 heures, la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère Manon. Alors dans ce texte, on aura repéré les différentes hyperboles au début, bien sûr. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Et puis, ici, Des-Grieux, donc le personnage, s'adresse à un autre personnage à qui il raconte ses malheurs, donc, et c'est un peu comme s'il s'adressait au lecteur aussi. Le lecteur participe à son malheur. À la fin, il fait même intervenir le ciel. Ça veut dire qu'il estime que son sort est injuste et que le ciel aurait pu le traiter plus favorablement.